Bon, les amis, donc nous voilà face à la troisième partie ou troisième cours, on va dire ça comme ça, de la formation sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, comment créer son entreprise, quels sont les différents régimes. La prochaine étape, on va parler de la TVA, on va parler des autres critères de distinction entre les différents régimes d'entreprise. Mais à la fin, on va parler du concret, à savoir quelles sont les démarches pour créer son entreprise. Pourquoi je vous propose ça de cette manière-là, où on axe libre sur YouTube? Eh bien, d'abord parce que YouTube, c'est une super opportunité pour proposer du contenu au plus grand nombre. J'ai arrêté d'exercer mon métier de conseiller, mais mais c'est un métier que j'aime beaucoup. Du coup, je continue à faire ça de manière de faire un peu de vulgarisation, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne vends pas ces formations-là en toute franchise, au fait, c'est que je ne gagne pas ma vie, heureusement, avec ça. Donc je suis là pour vous aider. À chaque fois que j'ai du temps libre ou que j'arrive à me dégager un peu de temps, j'essaie de poser ou de poster plutôt un contenu de cette nature-là pour faire un peu de vulgarisation. Hein. Les médiateurs culturels savent de quoi je parle. Mais voilà, c'est ma manière un peu à moi de contribuer à la société dans laquelle je vis tout simplement. Donc je vous laisse avec la troisième partie du cours et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre contenu. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire des propositions de contenu ou de thèmes dans les commentaires pour les prochains sujets si vous voulez. N'hésitez pas non plus à liker, à partager ou s'abonner si le contenu vous intéresse ou si c'est utile pour vous, bien évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Donc, en dehors du fait que ça peut aider la chaîne, mais ça va surtout pousser l'algorithme à la proposer au plus grand nombre, de manière à ce qu'il y a de plus en plus de gens qui puissent profiter d'un contenu de qualité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a du tout et du n'importe quoi, mais les contenus un peu éducatifs comme ça, malheureusement, ils sont très peu fréquentés, tu vois. Donc, prenez soin de vous, bon apprentissage, et à la semaine prochaine. Salut! On arrive maintenant à la partie 3, les formes juridiques et leur régime fiscal. Donc l'impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, la TVA, etc., etc. Chaque forme juridique implique une fiscalité propre, donc votre choix peut avoir un impact sur votre charge d'imposition. Donc le régime fiscal que vous allez choisir présente un grand intérêt, donc choisir un bon régime fiscal, c'est choisir le montant des impôts que vous allez payer. Et moins vous allez payer d'impôts, plus vous et votre entreprise, vous allez gagner de l'argent. Donc, logique. Le régime fiscal est donc un critère très important à prendre en compte lors de la création de votre entreprise. Voire même le plus important pour beaucoup d'entre vous. C'est un lapsus, mais c'est vrai. Donc, rapidement, je vais vous parler de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et le régime microfiscal et bien sûr la TVA. Pour le régime des impôts sur les revenus, c'est un régime qui s'applique de droit, donc pour les entreprises individuelles ou les URL, mais il ne s'applique que sur une option d'une durée maximale de 5 ans. Par exemple pour les SASU, les SARL et les SAS. À noter que pour une SARL, cette option de 5 ans peut être pour une durée illimitée, mais uniquement dans le cas de ce qu'on appelle des SARL de famille, c'est-à-dire des SARL dont les associés sont des membres de la même famille proche. Classiquement, quand le régime de l'impôt sur les revenus s'applique pour une société, on dit qu'elle est transparente, c'est-à-dire que fiscalement, la société ne va pas venir s'interposer entre vous et l'administration fiscale. Bien entendu, c'est une transparence seulement au titre de la fiscalité, mais absolument pas une transparence au titre de la responsabilité qui reste limitée dans le cadre d'une société. Une société transparente veut tout simplement dire que les bénéfices qui vont être dégagés par votre société viendront s'imputer à votre propre déclaration de revenus. Si votre société génère beaucoup de bénéfices, vous allez déclarer les bénéfices de la société dans votre propre déclaration de revenus, ce qui va faire que vous allez être imposé dans des barèmes supérieurs, donc payer plus d'impôts. Mais à l'inverse, si votre société cumule des déficits avec le régime de l'impôt sur le revenu, vous allez pouvoir prendre les déficits de votre société et les inclure dans votre propre déclaration de revenus, et donc vous êtes peut-être payé un montant d'impôt moindre. Et bien sûr,
il y aura l'application du barème progressif classique. L'UERL est la forme la plus plébiscitée où beaucoup de gens en fait choisissent, car justement ils sont rassurés par la possibilité de déduire le déficit de l'entreprise lors de leur déclaration des revenus. Et comme on dit souvent, les premières années de lancement d'une entreprise, c'est des années où la société perd de l'argent, donc car il faut investir, et c'est aussi et c'est ça aussi qui pousse au fait les gens à opter pour cette forme d'UERL. Mais franchement, c'est une fausse raison, car si on prend en compte le fait qu'avec la création de n'importe quel type d'entreprise, il est très facile d'opter pour l'option d'impôt sur les revenus pour 5 ans. Tu vois, donc je pense que c'est juste par ignorance ou parce qu'on leur explique pas, etc. Le premier argument du coup tombe à l'eau. En fait, l'argument qui consiste à dire que cette forme-là vous permet d'avoir une option pour vos déclarations de revenus pour une période de 5 ans. Donc pourquoi je vais choisir une URL sachant que toutes les autres formes me permettent d'obtenir une imposition sur le revenu pendant 5 ans. Voilà. Donc on va passer maintenant aux impôts sur les sociétés. Donc passons maintenant à l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés est à l'inverse de l'impôt sur le revenu. Tu vois, par exemple, l'auto-entrepreneur, tu peux faire une déclaration sur le revenu en fait. Tu fais ta déclaration sur le revenu. Là, on va voir que l'impôt sur les sociétés, en fait, la société a sa propre déclaration d'impôt. Mais d'abord, cet impôt sur les sociétés, c'est pour qui? Pour quel type de société? On trouve les SA, ce qu'on appelle les sociétés anonymes. Là, je vais essayer de vous donner toutes les abréviations, histoire que tout le monde puisse y voir clair. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont comprendre, mais le but, c'est aussi que cette vidéo soit accessible à tout le monde, vraiment à tout le monde. Donc, cette notion d'impôt sur les sociétés, c'est aussi pour les SARL, ou les sociétés à responsabilité limitée. C'est aussi pour les SCA, ou les sociétés en commandite par action. C'est aussi pour les SAS, ou sociétés par action simplifiée. C'est pour les SEL, ou les CELARL, les sociétés d'exercice libéral, par exemple les kinés ou les médecins, etc. C'est aussi pour les syndicats professionnels, donc sauf pour leur activité portant sur ce qu'on appelle l'étude de la défense des droits et intérêts de leurs membres. On a aussi ce qu'on appelle de l'imposition optionnelle, l'IS. C'est une option facultative, par contre elle est définitive pour les entreprises et sociétés suivantes. Donc tout ce qui est entrepreneur individuel ou URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou le EURL, tout ce qui est pour ce qu'on appelle le SNC, donc les sociétés en nom collectif, pour les sociétés en participation, pour les sociétés civiles ayant une activité industrielle ou commerciale, ou bien pour les sociétés créées de fait, tu vois. Mais alors à quel taux? Tu vois, parce qu'il y a un taux spécifique du coup. Donc dans l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de notion de transparence de la société, d'imputation des bénéfices, imputation des pertes. Ici, c'est la société qui va payer les impôts sur un barème qui lui est propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand la société va générer des bénéfices, ces bénéfices ne rentreront pas dans votre déclaration. C'est la société qui va devoir remplir sa propre déclaration. Alors bien sûr, c'est pas la société qui va le faire toute seule, hein. C'est vous derrière qui allez le faire. Donc, quand la société doit payer l'impôt sur les sociétés, eh bien, elle va le faire avec sa propre argent. Et évidemment, vous ne pouvez pas imputer l'impôt de la société sur votre propre déclaration de revenus. Donc, par exemple, pour l'exercice ou les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020 ou 2021, peu importe, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 28% sur la totalité du résultat fiscal. Après, on va essayer de, s'il faut, refaire une autre vidéo pour expliquer ça en détail. Les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros,
Bah déjà, si vous avez une société qui réalise 250 millions d'euros, je pense que vous aurez un comptable pour s'occuper de ça. Mais on est là justement pour faire un peu de vulgarisation et expliquer tout ça. Donc je disais, les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires de au moins 250 millions d'euros, au cours de ces mêmes exercices, bénéficient d'un taux de 28% jusqu'à 500 000 euros de bénéfices et de 31% au-delà de cette somme. À savoir que là les chiffres, je vais vous les donner dans un document en fait à part, si vous voulez vraiment rentrer les détails, mais là on va quand même citer ça pour qu'on puisse balayer tout. À savoir aussi que pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 26,5%. Et celui pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 250 millions d'euros est de 27,5%. Par contre, si votre société fait 250 millions de chiffre d'affaires, vous ne serez pas là à régler... C'est ce que je dis tout à l'heure, vous ne serez pas là à regarder ma vidéo. Les organismes à but non lucratif sont assujettis à des taux spécifiques d'eux. On a 24% pour les revenus du patrimoine, donc la location immobilière, les bénéfices agricoles par exemple. 10% pour les revenus mobiliers obligatoires par exemple. Ou le taux réduit de 15% et 28% en fonction de seuil. Les taux réduits concernent les PME qui répondent à deux conditions suivantes. Les CHT, on appelle ça, inférieurs ou... il faut que j'arrête avec les abréviations. En fait, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Tu vois, s'il est inférieur à 7,63 millions d'euros, et aussi le capital entièrement reversé est détenu à au moins 75% par des personnes physiques ou par une société appliquant secrétaire. Donc le taux de 15% s'applique sur la tranche inférieure à 38 120 euros de bénéfice. Bref, ne faites pas attention à ça parce que écouter des chiffres comme ça peut embrouiller le cerveau. Encore une fois, tout ça, je vais vous le mettre dans un document à part. Mais je dois quand même aller jusqu'au bout d'explication s'il y a des gens qui suivent jusqu'ici. Le taux de 28% s'applique pour l'exercice ouvert à partir du 1er janvier 2020 au-delà de 38 120 euros de bénéfices. Ce taux sera de 26,5% pour les exercices ouverts à partir de janvier 2021. À savoir aussi que pour l'exercice ouvert à partir de janvier 2021, les taux réduits s'appliquent aux PME dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d'euros. Pour conclure tout ça, le choix du régime fiscal est le critère le plus important à prendre en compte lors de la création d'une entreprise. Donc il n'y a pas de modèle typique ou parfait pour votre activité. Il faut que vous analysiez tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici pour savoir au fait quel type de société convient le mieux à votre activité professionnelle. Donc on va arrêter là ce chapitre qui est assez prise de tête. Ça paraît flou comme ça parce qu'il y a des chiffres et des pourcentages. Mais encore une fois, tout ça, je vais vous le donner par écrit ou sur un document à part, histoire à ce que vous puissiez le regarder tranquillement à tête reposée. On passe maintenant au régime microfiscal. Parlons maintenant du régime microfiscal. Donc tout ça, je vous le mets par écrit parce que ça va être plus simple à assimiler. Si on n'écoute que les paroles, ça va être un peu... Les gens peuvent se perdre. Mais grosso modo... Pour le régime microfiscal, on a les prestations de services ou le BIC. C'est quoi le BIC ou le BIC? On appelle ça le BIC. C'est les bénéfices industriels et commerciaux. Si on rajoute à cela les versements libératoires de l'impôt sur le revenu, on est autour de 23,7%. Pour la vente de marchandises, toujours BIC ou BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, et versement libératoire de l'impôt sur le revenu, on est à 13,8%. Pour les prestations de services, mais cette fois-ci BNC, donc bénéfices non commerciaux, si on rajoute le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui représente 1,7%, eh bien on est sur un total de cotisation de 24,2% de votre chiffre d'affaires. On peut rajouter à cela la formation commerçant obligatoire qui est 0,1%. Et ensuite, ce que beaucoup d'entrepreneurs en tout cas oublient, c'est la TFE, la taxe foncière des entreprises, qui est calculée en se basant sur la superficie déclarée pour l'exercice de l'activité professionnelle.
Sachant bien sûr que si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, eh bien vous êtes exonéré du paiement de cette taxe. J'ai déjà fait une vidéo TikTok là-dessus pour expliquer que pour un abonné qui était livreur Uber Eats mais en même temps étudiant, il avait fait 4 200 €. Les impôts lui ont réclamé de payer cette TFE et en fait il se fait juste de leur dire, de leur démontrer en tout cas que vous n'avez pas fait plus de 5 000 € de chiffre d'affaires sur l'année en question et vous n'avez pas à la payer. Mais alors pourquoi on parle de ça? Certains vont me dire oui mais c'est quoi le rapport? Moi je suis livreur, ou moi je travaille que sur mon ordinateur, etc. Bref, peu importe. Quand vous faites votre déclaration de création d'entreprise ou de micro-entreprise, eh bien, à un moment donné, on vous demande de déclarer la superficie de l'exercice de votre activité professionnelle. Ça peut être la superficie de votre bureau, donc ce qui vous sert pour votre activité professionnelle encore une fois. Ça peut représenter juste 2 mètres carrés. Pour les livreurs Uber Eats, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, eh bien tu peux déclarer l'endroit où tu gares ton vélo, par exemple, ça représente 2 mètres carrés. Bref, mais en tout cas, quand vous créez votre entreprise ou votre auto-entreprise, eh bien on vous demande de déclarer une superficie d'activité professionnelle et la taxe foncière d'entreprise, elle est calculée en se basant sur cette superficie qui a été déclarée. Pour l'option de versement libératoire de l'impôt sur le revenu, ça peut être en apparence alléchante au fait. Pourquoi? Parce que opter pour le versement libératoire de l'impôt, ça veut dire que je suis tranquille, je fais ma déclaration, je paye mes cotisations quand je fais ma déclaration auprès de l'URSSAF. Donc soit des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des choses à savoir là-dessus. Donc là-dedans, on se retrouve, en tout cas on se retrouve dans le cas de figure, on sait que même dans l'option pour le régime microfiscal, il y a des options, tu vois. Et l'une de ces options justement, c'est l'option du dit versement libératoire. Cette option de versement libératoire n'est possible qu'avec des conditions. Mais c'est quoi ces conditions pour profiter de ce versement libératoire des impôts? Eh bien, il faut que votre revenu fiscal soit inférieur à un certain seuil tenant compte de votre quotient familial. Donc, il ne faut pas que votre activité dégage un revenu très élevé, tu vois. Il y a 3 conditions. Donc, la première condition, c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est reversé aux micro-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence, on appelle ça le RFR, du foyer fiscal, de l'avant-dernière année, donc N-2, n'excède pas un certain seuil pour une part du quotient familial. Attention, je sais que je peux perdre certains d'entre vous à dire ça comme ça, mais je vais vous donner un exemple pour clarifier tout ça. Donc ce montant est majoré de 50% par demi-part et de 25% par quart de part supplémentaire. Pour dire ça autrement, encore une fois, je sais que c'est barbare, mais je vais vous mettre encore tout ça par écrit. Mais pour vous donner un exemple concret, imaginons que pour 2022, il convient d'examiner votre revenu fiscal de référence. Votre revenu fiscal de référence, on va le trouver où? Eh bien, on va le retrouver dans votre avis d'imposition de 2021. Mais ce revenu fiscal de référence, il correspond à l'année de 2020. D'accord? Celui-ci, en fait, en tout cas, votre revenu fiscal de référence, il doit être inférieur à 27 086 € par part de quotient familial. Pour simplifier encore plus cette histoire, disons que pour une personne seule, pour bénéficier du versement libératoire des impôts sur le revenu, il faut que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 27 086 €. Si vous êtes en couple, donc il y a 2 parts, il faut que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 24 172 €. Et si vous êtes un couple avec 2 enfants, ça veut dire qu'il y a 3 parts, eh bien il faut que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 81 258 €. Voilà, comme ça je vous mets ça dans la vidéo histoire que ça soit très clair. Vous pouvez juste se baser sur les montants que je viens de vous dire. Eh bien, la deuxième condition pour bénéficier de versement libératoire, eh bien, il faut que votre chiffre d'affaires de l'année précédente sur une période de 12 mois doit être au plus égal à
soit 170 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, l'objet de fourniture de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou la fourniture de logement, donc tout ce qui est hôtel, chambre d'hôte, gîtes ruraux, meublés de tourisme, etc., etc. Ou bien 70 000 euros pour les autres prestations de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux, le BIC dont on a parlé tout à l'heure, et les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, les BNC. Les kinés, les médecins, même si ces gens-là ne vont jamais opter sur le régime micro-officiel en réalité, parce qu'ils font un chiffre d'affaires beaucoup plus que 70 000 euros sur une année, quoi. Donc si vous exercez une activité mixte, votre chiffre d'affaires global annuel ne doit pas dépasser 170 000 euros. Et la partie relative aux activités de service ne doit pas dépasser 70 000 euros. Tu vois ? Maintenant, la troisième condition pour bénéficier de ce versement libératoire des impôts, eh bien, il faut que votre chiffre d'affaires s'entende hors taxe, et non pas toute taxe comprise. Si vous ne pouvez pas bénéficier des versements libératoires, eh bien, il faudra déclarer vos revenus sur votre propre déclaration d'impôt. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que un auto-entrepreneur, il est lui-même représentant de son entreprise. Donc, vous et votre entreprise, vous ne faites qu'un. C'est pas comme quand il s'agit d'une SAS, votre entreprise est une entité à part et vous êtes une entité à part. Donc j'ai dit que si vous ne pouvez pas bénéficier du versement libératoire, donc il faudra déclarer vos revenus sur votre propre déclaration d'impôt. L'avantage de ce régime, c'est que vous bénéficiez d'un abattement de 71% sur votre chiffre d'affaires, ce qui veut dire que vous ne payez les impôts que sur les 29% restants. Et ça, c'est un vrai avantage. L'inconvénient de ce régime, c'est bien sûr l'impossibilité de déduire ces charges. Nous parlons bien de charges en termes de définition fiscale, car il y a un cas particulier. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous réalisez des prestations de services, vous êtes maçon, peintre, vous faites de la peinture chez des particuliers, bref, vous faites des prestations de services. Vous achetez du matériel pour vos clients à hauteur de 2 000 euros. Et vous avez 1 000 euros pour votre main d'œuvre. Donc même si au titre de charge, ces achats, vous les réalisez vous-même, si la facture du matériel est au nom de votre client, donc les 2 000 euros si vous avez fait une facture avec ces 2 000 euros dépensés au nom de votre client, eh bien ces frais ne sont plus considérés comme des charges, mais appelés frais de débours. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur TikTok, pareil, sur Instagram, pour vous donner un exemple concret. Tu es un carreleur, d'accord? Tu poses des carrelages, tu as opté pour le statut auto-entrepreneur. Tu vas acheter le carrelage à hauteur de 2 000 euros et tu as fait des travaux et tu as estimé que ton travail vaut 1 000 euros. Donc ça nous fait un total de 3 000 euros. Donc quand tu vas faire, ton client va te payer 3 000 euros. Ta facture, tu dois mettre 3 000 euros parce que ton client a payé 3 000 euros. Mais comme tu as dépensé 2 000 euros rien que dans le carrelage, il faut que au moment où tu achètes ce carrelage-là, il faut que la facture soit au nom de ton client. Eh bien, si c'est comme ça, au lieu de déclarer à l'URSSAF 3 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas déclarer que 1 000 euros. Pourquoi? Parce que dans la facture, tu vas indiquer que, certes, le total de la facture il est de 3 000 euros, mais il y a des frais de débours à déduire qui sont de 2 000 euros et que ta main d'œuvre, elle est de 1 000 euros. Donc même si ta facture contient 3 000 euros, la déclaration des revenus sur l'URSSAF ne sera que de 1 000 euros. J'espère que c'est clair. Et si c'est pas clair, vous mettez un commentaire et j'essaie d'expliquer autrement, voire même échanger ou refaire une vidéo sur ce point-là. Voilà les amis, on va passer à la phase suivante. Alors voilà les amis, j'espère que j'étais clair. Samedi prochain, on va parler de la TVA et on va parler des autres critères de distinction entre les différentes formes juridiques. Samedi d'après, on va parler des modalités pour créer son entreprise et on aura bouclé ce chapitre.
et on pourra passer à autre chose. Bien sûr, je vais continuer à vous poster des vidéos sur le bricolage. Je partage avec vous mon quotidien. Je suis je ne prends pas la tête, en toute franchise, tu vois. J'aime bien vivre ma vie de manière simple. J'aime partager avec les gens. J'adore bricoler. C'est pour ça que la plupart de mes contenus se basent sur le bricolage. J'aime bien faire des contenus éducatifs. Donc, vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir par un like, par un partage. Parce que c'est utile, tout simplement. Voilà, prenez soin de vous les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Salut.